Merci à toutes et à tous d'être là. Il y a encore des personnes qui sont encore en train d'arriver, mais on va quand même commencer. Merci de participer du coup à ce webinaire sur le plaidoyer pour les élections municipales, pour la présentation du plaidoyer du mouvement associatif et des outils notamment aussi de diffusion de ce plaidoyer. Juste pour vous dire à toutes et à tous avant de commencer qu'on est en format webinaire, donc vous pouvez pas forcément prendre la parole en direct. En revanche, vous pouvez nous écrire à nous dans le chat ou poster également des questions-réponses. On va essayer de répondre au fil de l'eau, mais il y aura également 2 temps de questions-réponses qui sont prévus dans ce webinaire. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous et à nous envoyer des questions-réponses pendant la présentation. Autre point, du coup, comme vous l'avez entendu, le webinaire est enregistré, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis de droit d'image ou quoi, puisque étant donné qu'on ne vous voit pas, voilà, ça permettra juste de rediffuser le webinaire pour les personnes qui souhaitaient participer et n'étaient pas forcément disponibles. Voilà pour moi, je te laisse enchaîner du coup, Mickaël. Ouais, merci David. Merci à tous et merci à vous d'être aussi nombreux, presque 300 personnes cet après-midi et bienvenue donc à ce webinaire du mouvement associatif qui est consacré aux élections municipales 2026. On va animer le webinaire à trois. Je vais laisser peut-être David et Théo se présenter. David, Oui, du coup, j'ai oublié de me présenter. Donc, moi, je suis David Ratino, je suis responsable plaidoyer au sein du mouvement associatif. Et du coup, je Théo laisse la Ouais. parole à Théo. Ouais. Et bonjour tout le monde, moi je suis du coup Théo Berger, chargé de plaidoyer au mouvement associatif. et Mickaël Huette. Moi, je suis le délégué général du mouvement associatif. Et encore une fois, merci à vous. Et puis, on est bien sûr aidé par nos collègues qui sont présents avec nous également. L'objectif de ce temps, il est particulièrement simple. C'est vous outiller le monde associatif et les collectivités territoriales. Parce que je crois qu'il y a quelques collectivités territoriales qui sont avec nous également ce matin, pour qu'ils puissent pour que le secteur associatif puisse prendre toute sa place dans la séquence des municipales qui s'ouvre, mais aussi pour réaffirmer le rôle fondamental et essentiel des associations comme porte-voix des habitants, des publics et des territoires. Il est important de redire en cette introduction que les associations ne sont pas seulement des opérateurs de politique publique, mais bien des lieux où se vit en proximité et en direct la démocratie. Que ces associations sont en contact avec des réalités sociales, éducatives, culturelles, sportives, environnementales, etc. Et tous les champs couverts par la vie associative sont représentés cet après-midi. À ce titre, elles font remonter les besoins, elles font remonter les alertes, elles proposent, elles interpellent et donnent à voir des situations qui restent trop souvent invisibles dans le débat public. Euh, on va donc tout d'abord présenter un peu le cadre et le contexte de ce plaidoyer et de ce webinaire municipal. Et ensuite, on vous présentera dans un deuxième temps les recommandations, la stratégie de mobilisation. On fera un focus spécifique sur les outils de plaidoyer et le plaidoyer et le calendrier, pardon, avant de faire quelques temps d'échange, et notamment via le module questions-réponses que David vient de présenter. Peut-être euh, commencer par vous donner une petite présentation du mouvement associatif. Le mouvement associatif, c'est bien sûr une association loi 1901. C'est important que la structure représentative de la vie associative soit elle-même une association dont l'objet est de représenter, soutenir, renforcer la vie associative. Nous représentons aujourd'hui à travers nos adhérents plus de 700 000 associations. On aura un petit visuel de nos adhérents tout à l'heure. Et ces 700 000 associations, donc la moitié du tissu associatif français, sont les adhérents indirects du mouvement associatif à travers des grosses structures associatives. Notre action s'organise autour de trois missions. Le premier, c'est accompagner les associations et la vie associative, rendre visible aussi l'action associative à travers des initiatives d'associations, et puis animer des dynamiques collectives, notamment dans les territoires, à travers notamment nos mouvements associatifs régionaux. On verra aussi une carte dans quelques minutes. À travers ces missions, on porte
une responsabilité essentielle, c'est de faire entendre la voix des associations dans le débat public, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Cette fonction de porte-voix est au cœur même de notre action et elle prend une importance toute particulière dans cette période politique, dans cette période électorale qui s'ouvre. Un petit visuel peut-être sur les membres du mouvement associatif qui sont composés, nous sommes composés effectivement des grandes coordinations thématiques historiques du secteur associatif et puis des associations nationales organisées souvent en territoire également. Et puis nos mouvements associatifs régionaux, au nombre de 14, on couvre toute la France métropolitaine et puis aujourd'hui on est présent à l'île de la Réunion et en Martinique. Les élections municipales, alors vous le savez, elles auront lieu du 15 les 15 et 22 mars prochains. Elles concernent toutes les communes et donc près de 500 000 élus. Ce sont absolument des élections qui sont centrales pour la vie associative. Aujourd'hui, les communes et les intercommunalités, puisque ces élections vont engendrer les élections intercommunales derrière, interviennent directement sur la vie associative, notamment sur l'animation de la vie locale, sur l'action sociale, sur l'éducation populaire, sur la culture, sur le soutien global aux associations. En 2020, les communes représentaient près de 12% du budget des associations et environ un quart des financements publics de celles-ci. Elles jouent donc un rôle euh, très important et les collectivités territoriales, les communes jouent un rôle très important. Et c'est bien sûr cet échelon municipal ou intercommunal qui est absolument déterminant pour les associations. C'est aussi un moment démocratique, une élection, et c'est un moment démocratique où les associations peuvent et doivent jouer pleinement leur rôle, donc porter la parole des habitants, rendre visibles les besoins des territoires et contribuer au débat public local. Ce plaidoyer donc qu'on va vous présenter, il s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile pour le champ associatif. On a, et vous étiez sûrement mobilisés au présent, on a organisé une grande mobilisation le 11 octobre dernier qui s'est appelé Ça ne tient plus. 2,5 milliards d'euros de subventions en moins entre 2023 et 2024 pour les associations, 1 milliard d'euros en moins attendu entre la loi de finances 2025 et le PLF 2026, même si on a des grosses incertitudes sur le PLF, des trésoreries qui sont particulièrement fragilisées, des fonds propres qui sont également très très fragilisés. Euh, donc 90 000 emplois, hein, c'est l'objet de notre dernière étude sur le financement des associations. 90 000 emplois qui sont menacés aujourd'hui au vu de la situation financière des associations et vous devez être particulièrement au courant. Les tensions, elles ne sont pas que financières, elles sont aussi dans la relation entre les associations et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on a une logique de renforcement du contrôle, de montée en puissance des marchés publics au détriment de la subvention. Une interrogation forte également sur la question des libertés associatives, notamment à cause du contrat d'engagement républicain. Dans ce contexte, la fonction de porte-voix devient donc indispensable. Quand les financements se raréfient et que la marge d'action se réduit, la capacité des associations à alerter, à interpeller, à formuler des propositions collectives est indispensable à la vitalité démocratique, que ce soit nationale ou locale. Et cela intervient alors même que les besoins sociaux, et vous le savez également, les besoins écologiques, les besoins démocratiques, les besoins des habitants, des individus augmentent fortement. D'où la nécessité, on le pense fortement, et ce sera l'objet de notre événement prochain, le 30 janvier, droit de cité, la nécessité de renforcer des alliances locales entre les associations et les collectivités territoriales. Quels sont les enjeux de cette séquence municipale particulièrement importante? En fait, ça constitue vraiment pour nous une fenêtre politique essentielle. On identifie 4 enjeux. Le premier, c'est positionner les associations comme des acteurs incontournables de la démocratie locale et comme des porte-voix des territoires et des habitants, à travers des acteurs qui sont capables de faire remonter les réalités vécues, les besoins non couverts, les aspirations citoyennes.
Ensuite, sécuriser les financements locaux alloués à la vie associative, surtout dans un contexte particulièrement contraint et difficile. Troisièmement, d'interpeller les candidats aux élections municipales sur leur engagement en matière de vie associative, de recréer des alliances durables à l'échelle locale, et enfin de vous mobiliser, de mobiliser le secteur associatif dans la durée, euh, au-delà du 11 octobre dernier, pour renforcer encore notre parole associative dans les territoires. L'enjeu, il n'est pas seulement de peser dans la campagne, mais il est bien aussi de poser les bases d'une relation de confiance entre les futures équipes municipales et l'ensemble du mandat. Voilà, j'ai terminé ces propos introductifs et cet enjeu. Peut-être je laisse la parole à David pour la suite de la présentation et notamment notre kit en tant que tel. Oui, merci, merci Michael. Ce que je vous propose, c'est on a produit donc un document de plaidoyer qui reprend nos principaux engagements sur nos principaux engagements pour les communes, pour le tissu associatif, pour la séquence qui va s'ouvrir donc pendant les municipales. Normalement, vous pouvez flasher le document, enfin le QR code suivant. Sinon, je vais également vous mettre dans le chat le lien vers le document et je vais arrêter le partage 2 minutes pour vous présenter un petit peu ce document et les différentes thématiques qu'il aborde. Hop, donc petit point technique. Ne bougez pas. Normalement, là, je vous l'envoie également dans le chat, donc vous y avez accès et je vais repartager mon écran avec le document en question. Hop. Est-ce que vous avez bien mon écran? Ça m'a l'air bon, normalement. Super. Donc, ce document qu'on a appelé Refaire commune, comme le disait Michael, pour nous, un des axes importants qu'on a à travers cette campagne qui s'ouvre, c'est véritablement aussi de reconsolider les liens entre le tissu associatif et les collectivités sur lesquelles on a énormément de constats qu'on partage. Il y a un petit peu l'idée que les associations comme les mairies restent quelque part des valeurs un peu refuge à l'heure actuelle, dans le sens où ça reste des institutions qui sont relativement préservées par l'opinion publique. Il y a différents sondages qui relatent un petit peu ça. Et donc l'idée, c'est véritablement de redire que face aux sentiments d'impuissance qui peuvent parfois nous envahir au quotidien, en tout cas la réponse, elle doit aussi passer par les acteurs associatifs et par leur capacité à agir au plus près des territoires. Donc par rapport à ce document, vous avez là le sommaire du document. On a un édito politique qui reprend un petit peu les enjeux qu'on vous a présentés, ainsi que quelques grands chiffres sur sur les associations, sur ce que ça représente, sur leur place dans les communes, sur la situation actuelle, notamment la situation financière qui est très compliqué et voilà, et donc sur la valeur à la fois démocratique, sociale, économique aussi que peut représenter le monde associatif. On a, comme vous l'avez vu, du coup, l'idée de ce plaidoyer, c'est de s'articuler autour de 12 grands engagements, d'essayer d'aller vers 12 grands engagements des communes et des intercommunalités aussi, puisqu'il y a également les intercommunalités qui vont changer, mais en tout cas, 12 grands engagements en faveur du monde associatif qu'on a redivisé en 4 axes. Le premier axe pour nous, c'est la question de l'engagement associatif local. On sait que voilà, un des points les plus importants pour les associations, ça reste aussi l'importance qu'ont les bénévoles, la capacité qu'ont les bénévoles à s'y engager. On est autour de 20 millions d'actions bénévoles, 22 millions je crois, ce qui représente à peu près 13 millions de bénévoles. Euh, donc qui s'engagent chaque année dans les associations. Et on sait que, enfin, on peut parfois avoir un discours un petit peu pessimiste sur la question du bénévolat. En revanche, sur cette question du bénévolat, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même des raisons, des choses un petit peu positives, notamment dans l'engagement des jeunes qu'on pourrait tirer. Mais par contre, les gros
points de difficulté qu'on a sur cette question de l'engagement aujourd'hui, c'est notamment la question des difficultés de renouveler les instances dirigeantes du monde associatif. C'est là où on a véritablement voilà, des présidents, des trésoriers d'associations qui souhaiteraient parfois passer le relais sans forcément trouver des personnes en capacité de s'engager à long terme et en capacité d'assumer les responsabilités qui vont avec la situation de dirigeants bénévoles. Donc voilà, sur cette question du bénévolat, l'idée donc c'est de reconsolider le bénévolat en trois actions. Pour chaque action qui sont présentées, pour chaque engagement qui sont présentés, à chaque fois on a des bonnes pratiques qui sont présentées. Par exemple des renvois vers certaines actions qui ont été menées. Et voilà, vous les retrouverez aussi avec des QR codes qui font des renvois normalement. La première action, donc, c'est soutenir la formation des bénévoles, notamment parce qu'on sait que ce qui permettrait aujourd'hui d'avoir des personnes qui s'engagent plus facilement, c'est aussi d'avoir des bénévoles qui soient mieux formés. J'entendais ce matin un reportage à la radio sur une association qui est le dernier cinéma associatif de Paris qui rouvre ses portes ce soir. Et justement, une des difficultés qu'il y avait, c'était comment est-ce que les bénévoles qui s'y engagent pour faire tourner l'association, ils ont besoin d'être formés. Donc, on sait que voilà, c'est important aussi. Il y a des dispositifs de formation de l'État, mais les communes doivent aussi prendre part à cette question de la formation, à permettre aux associations de mieux former leurs dirigeants. Le deuxième point, c'est sur organiser des temps de visibilité de l'action associative. Ça peut prendre la forme de forums associatifs, ça peut prendre la forme de temps forts associatifs qui sont importants. Et le troisième point, du coup, simplifier les démarches administratives pour les associations. Ça, on sait bien on- dans le monde associatif que la question des démarches administratives peut être un sacré frein à l'engagement des bénévoles, dans le travail aussi avec les communes, ou parfois quand on travaille avec trois, quatre services différents, ça peut être la multiplication des envois de documents administratifs, ça peut être répondre toujours à des appels à projets qui sont ciblés dans le temps. Et on sait là-dessus que ça crée une forme de découragement aussi pour les associations. Donc comment est-ce qu'on arrive aussi à agir sur la simplification des démarches administratives au profit des associations, mais aussi au profit des communes. Je veux, sans trop teaser la partie d'après, on a aussi tout un document qui étaye un petit peu plus ces différentes propositions, et notamment l'idée c'est aussi de vous donner des clés pour mieux défendre ces positions, puisque comme il y a 36 000 élections qui auront lieu au même moment au mois de mars, nous en tant que mouvement associatif national, on ne pourra pas être présent dans tous les territoires, et vraiment on compte aussi sur vous, sur les acteurs associatifs, pour pouvoir porter cette parole sur votre territoire et dans vos différentes communes. euh, dans vos différentes communes. Le deuxième axe, qui est un axe important, surtout compte tenu de la situation actuelle, c'est celui du financement du monde associatif. Donc, comment est-ce qu'on arrive à financer durablement la vie associative? Comment est-ce qu'on donne de la visibilité, en fait, au secteur associatif? Alors, on a bien conscience que dans la période actuelle, il peut y avoir des difficultés. On sait très bien que là, on est en période de vote budgétaire, et on sait très bien qu'il y a des baisses attendues pour les collectivités territoriales qui derrière auront des conséquences aussi sur peut-être la commune X ou Y qui vous finance, et elle aura moins d'argent à donner aux associations parce qu'elle aura un budget qui sera réduit. Donc ça, on a bien conscience. En revanche, je pense que évidemment que nous, en tant que mouvement associatif, on pense que c'est important de financer à la hauteur les acteurs associatifs, et c'est important de valoriser ce qu'ils font, parce que la question de l'engagement, du financement économique, ça permet aussi de produire des choses qui ont une valeur qui dépasse la simple question économique. En revanche, au-delà de donner de l'argent aux associations, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on base ce rapport financier entre les collectivités et les associations. Et là, il y a notamment la question de la subvention, parce que aujourd'hui, on voit, et ça, les études le montrent très clairement, que depuis 15-20 ans, il y a un véritable décrochage du financement associatif par la subvention au profit de la commande publique. Donc là où des associations autrefois bénéficiaient de subventions pour certaines de leurs actions, aujourd'hui elles se retrouvent mises en concurrence via une logique de marché public, ce qui contribue d'ailleurs à la complexification pour le monde associatif.
Et là-dessus, ce qui peut avoir des effets particulièrement néfastes pour le monde associatif, voilà, ça va freiner l'engagement, on va rentrer dans une logique beaucoup plus descendante. Les associations vont avoir tendance, bah voilà, à être aussi à répondre à des marchés publics sans forcément que ça ne soit en phase avec le projet associatif initial. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question des conventions pluriannuelles. Un point important puisque là aussi, on manque de visibilité. Alors, plus une convention pluriannuelle à l'heure actuelle, une CPO, celles et ceux qui ont le jargon, une convention pluriannuelle d'objectifs. Et une convention pluriannuelle d'objectifs, elle enferme pas forcément une commune dans un financement sur 3 ans, puisqu'il y a toujours le principe d'annualité budgétaire. En revanche, pour une association, c'est une forme de reconnaissance et on sait aussi que ça, voilà, sur une CPO, sur 3 ans, on a quand même un petit peu de visibilité sur nos actions et la possibilité de les financer. On sait que c'est aussi un axe important sur les questions de l'emploi. Ça relie forcément la question de l'emploi, puisque c'est difficile de s'engager d'engager quelqu'un si on a une annualité budgétaire dans le monde associatif. Donc ça, c'est un point important. Et le troisième point, c'est la question du financement de fonctionnement, qui aujourd'hui a été complètement délaissé. On parlait tout à l'heure des logiques de marché public. Il y a aussi un point important, c'est comment est-ce que la subvention s'est transformée de subvention de fonctionnement en logique d'appel à projet. Donc, je pense que pour les associations qui sont présentes, vous voyez bien de quoi il est question. On répond à des appels à projets d'année en année et on espère être retenu. Et au final, on entre aussi dans un jeu de concurrence entre nous. Quand bien même on est sur de la subvention, il y a toujours ces logiques de concurrence. Donc voilà. Sur cette question des financements, c'est un point qui est important parce que c'est pas forcément, encore une fois, on peut demander plus d'argent aux communes, mais là, on n'est pas sur des logiques de forcément demander plus d'argent. On demande aussi à avoir des financements qui soient mieux pensés, qui correspondent plus à la réalité des associations sur le terrain. Le troisième axe, c'est celui de la coopération collectivité-association. Pour nous, c'est un axe qui est extrêmement important. On a présenté tout à l'heure le mouvement associatif il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, en 2014. Le mouvement associatif a été signataire avec l'État et les représentants des collectivités d'un document qui s'appelle la Charte d'engagement réciproque. Aujourd'hui, c'est un document qui continue à vivre de manière locale. C'est un des points justement qu'on aborde, le point 8, décliner localement la charte des engagements réciproques. Pardon. Et ce document, c'est un document de reconnaissance entre le monde associatif d'un côté et puis les collectivités, les services publics, enfin les services de l'État. Et c'est un document qui doit pouvoir se décliner. Alors parfois, il se décline localement. Par exemple, je sais que dans certaines grosses villes, à Paris ou à Rennes, ou même au niveau régional, c'est des choses qui ont pu être portées et qui ont été donc il y a eu des chartes d'engagement. Ça peut aussi être des chartes d'engagement au niveau sectoriel, mais je pense qu'au niveau dans la période où on a aussi besoin de reconsolider les liens entre associations et collectivités, que au niveau local, même dans des plus petites communes ou sur des intercos ou sur des choses comme ça, on puisse mettre en place des chartes d'engagement réciproques. En tout cas, c'est un des points qui serait particulièrement important pour le monde associatif. Et on serait voilà, l'idée c'est aussi reconnaître le dialogue, lancer le dialogue, permettre de reconnaître l'expertise des associations qu'elles ont du territoire, permettre aussi, voilà, quand il y a certaines difficultés, c'est quand il y a certaines décisions dures à prendre pour les collectivités, bah, on sait aussi que le monde associatif peut être responsable vis-à-vis de tout ça, et donc d'avoir un dialogue qui soit consolidé, d'avoir une charte qui remette le dialogue au cœur de la relation, c'est un axe qui est important. Il y a également la possibilité de créer des espaces de dialogue, justement, avec les associations, au-delà des chartes. Je pense notamment à des conseils de vie associative, des conseils de quartier où on pourrait, ou des conseils citoyens où on peut permettre la participation des associations sur des plans liés à des politiques publiques spécifiques également. C'est important que les associations puissent avoir aussi euh, place pour expliquer, elles, quels sont leurs diagnostics et puis leurs solutions face à ces sujets-là. Et puis après, le dernier axe, c'est celui de la liberté, des libertés associatives. On en a parlé tout à l'heure avec la question du contrat d'engagement républicain. Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un document du coup qu'on signe à partir du moment où notamment on perçoit une subvention et qui explicite le fait qu'on doit respecter les valeurs de la République, ce avec quoi on est
totalement en phase pour respecter les valeurs de la République. En revanche, la question du contrat d'engagement républicain, ça nous gêne en deux points. Le premier, c'est que avant le contrat d'engagement républicain, on respectait déjà la loi, et si on ne respectait pas la loi, on n'était pas hors la loi, enfin, on ne pouvait pas agir en dehors de la loi. Et donc, à ce titre-là, ça présuppose que on pourrait se mettre à défaut vis-à-vis des valeurs républicaines, ce qui, de notre point de vue, n'est pas le cas. Et puis le deuxième point du contrat d'engagement républicain, c'est qu'aujourd'hui, c'est un instrument qui sert de moyen de pression à des associations. C'est un instrument qui a été créé pour lutter contre les séparatismes et qui aujourd'hui est utilisé contre des associations écologiques ou d'éducation populaire qui s'opposent à des pouvoirs locaux, préfectoraux ou de collectivités et qui servent de moyen de pression sur la subvention. Et à ce titre-là, pour nous, c'est essentiel aussi de penser la question du dialogue, de penser la démocratie dans un cadre qui puisse être celui de corps intermédiaires organisés qui porte une voix et qui des fois n'est pas forcément qui n'est pas forcément la voix de la plus consensuelle vis-à-vis d'un pouvoir, mais en tout cas qui est là pour exprimer des points de vue citoyens. Et à partir du moment où on respecte ce cadre-là, euh, on devrait plutôt se satisfaire de voir des gens s'engager dans des associations pour le faire, plutôt que chercher à les mettre sous silence. Le dernier axe, développer un accompagnement de qualité des associations avec donc là trois actions. La question de la formation des agents et des élus aux enjeux associatifs. Trop souvent, on voit que les spécificités associatives sont trop mal comprises, ce qui nous bloque dans certaines situations, ce qui, quand il y a des choses qui sont déployées, des fois les associations peuvent parfois être laissées un petit peu de côté parce qu'on n'a pas pensé à ces modes de fonctionnement. Et pour nous, c'est important aussi que les agents territoriaux, que les élus locaux puissent avoir une bonne compréhension des enjeux de vie associative et du fonctionnement du monde associatif. Donc ça, c'est un point important. Contribuer à l'ancrage local du dispositif Guidasso. C'est un dispositif du coup qui permet de mieux accompagner les structures associatives. On sait, enfin là aussi, hein, on sait que on n'arrivera pas toujours à répondre à la complexification administrative, mais à ce titre-là, si au niveau administratif il y a des choses complexes, bah, dans ce cas-là, il faut améliorer l'accompagnement des associations. Et à ce titre, le guide asso, qui se déploie depuis plusieurs années sur tout le territoire et continue à se déployer en partie, ce dispositif doit aussi pouvoir être valorisé à sa juste valeur et permettre, il est par exemple possible pour des communes d'être labellisées guide asso et donc qu'elles soient identifiées par les acteurs d'un territoire comme des points d'appui pour être accompagnées ou être orientées vers les acteurs d'accompagnement les plus pertinents en fonction des problématiques, si on parle de gouvernance, de modèle éco, etc., etc. Et dernier point, c'est mettre à disposition des ressources pour les associations. Là-dessus, il y a alors on sait que c'est pas forcément évident pour toutes les communes. C'est aussi le jeu des municipales où on doit pouvoir s'adresser aussi bien à des grandes métropoles et à des communes plus rurales. Mais en tout cas, avec les intercommunalités, il y a quand même des choses qui sont aujourd'hui un peu plus simples en termes de mutualisation, notamment des moyens. Mais c'est comment est-ce qu'on met à disposition des associations, des salles, comment est-ce qu'on met à disposition parfois du matériel quand il est question d'événements spécifiques. Pour nous, c'est un point important. C'est aussi montrer que à travers une maison des assos ou quelque chose d'autre, c'est aussi un lieu où peuvent se retrouver les associations. Ça montre que c'est important. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi la question des associations, c'est aussi aujourd'hui pour nous un véritable investissement pour les pouvoirs publics, au-delà d'être une dépense. Je pense qu'il y a tout un tas de territoires aujourd'hui sur lesquels des personnes se disent, tiens, je pourrais aller vivre là-bas parce qu'il y a un tissu associatif qui est suffisamment vivant, qu'il y a des activités de loisirs pour les gamins, parce que il y a telle ou telle chose. Et donc, c'est aussi via ce type de ressources qu'on permet de développer des points pour que les associations puissent s'implanter plus facilement et ensuite que ça joue un effet plutôt positif pour le territoire. On reviendra tout à l'heure, mais on a aussi des éléments sur l'ensemble des territoires
sur l'ensemble des territoires et notamment, je pense il y a certains territoires avec des enjeux un petit peu plus spécifiques. Je pense aux territoires aux quartiers populaires, je pense aux territoires ruraux, je pense aux outre-mer notamment. On sait que le rôle des associations est d'autant plus important parce que parfois il y a des manques de services publics ou des choses comme ça et que c'est aussi aux associations des fois de prendre le relais de ce que l'État ou les pouvoirs publics sont en capacité de faire ou pas. Et là-dessus, les associations ont un rôle encore plus important. Donc voilà pour la présentation de ce document. Je vais revenir juste très rapidement, mais pour insister là-dessus, sur mon diapo, puisque j'avais une slide sur les questions de stratégie. Donc maintenant qu'on vous a présenté, euh, hop, pardon, maintenant qu'on vous a présenté ce document, voilà, où vous retrouvez les différentes recommandations. L'idée, c'est de voir aussi, c'est de vous présenter un petit peu aussi, et ce sera l'objet de la deuxième partie, mais avant, on va prendre une première salve de questions. L'idée, c'est aussi de se dire que maintenant que nous, on a produit ce document, on a aussi, bah voilà, il y a des stratégies de diffusion de ce plaidoyer sur les questions de vie associative. Euh, on a un kit de mobilisation qu'on vous présentera en deuxième partie, qui pour le coup est, alors que le document qu'on vous a présenté, c'est plutôt un document à destination des élus locaux ou des services municipaux. L'idée, c'est d'avoir un kit de mobilisation qui soit une espèce de mode d'emploi de ce document-là, qui vous permette de bien prendre en main ce document, qui vous permette de développer certaines choses. Théo va y revenir après. Nous, un petit peu dans la continuité de ce qu'on a fait le 11 octobre, donc l'idée c'est aussi de s'appuyer donc sur vous, comme on le disait, pour que vous puissiez porter ce plaidoyer au sein de vos communes. On va également s'appuyer sur notre réseau et les membres qui le composent. Je pense notamment aux membres en région. L'idée, c'est aussi de consolider les alliances, vraiment pour nous en termes de stratégie. L'idée de ce plaidoyer-là et de la séquence qui s'ouvre, c'est vraiment de faire comprendre aux communes qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas agir sans nous, qu'elles font face à des défis qui sont trop importants et que la solution, elle doit se construire de manière collective entre associations, pouvoirs publics, pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. On aura donc un temps le 30 janvier à Droit de Cité, le 30 janvier prochain, pardon, à la Cité universitaire, qui s'appelle Droit de Cité, qui abordera cette question des alliances entre associations et territoires, où on aura notamment une table ronde avec des associations d'élus, l'Association des maires de France, des maires ruraux de France, l'Intercommunalité de France, villes et banlieues et régions de France qui seront là également, mais donc pour aborder cette question des alliances entre asso et collectivités. Et donc voilà. Donc avant de passer à la présentation peut-être du kit de plaidoyer et des outils euh, par Théo, je crois qu'on peut passer. Ah non, dernière slide avant sur les questions de la temporalité de la campagne. Donc là, on est à un peu plus de 2 mois de la campagne. Donc il y a tout le travail maintenant de diffusion de ce plaidoyer. Et dire aussi que par rapport à cette campagne qui est là, il y aura aussi, enfin, nous, on pensera également à, voilà, à travailler sur l'accueil des nouvelles et nouveaux élus. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est des centaines de milliers de personnes hein, qu'on avait montré sur une des slides précédentes, qui vont prendre leur rôle en tant qu'élus locaux, qui seront parfois, voilà, qui auront des besoins qui seront pas toujours, on va pas dire qu'ils seront démunis, mais qui auront aussi des besoins d'avoir des ressources, d'être outillés dans ces prises de fonction. Et donc nous, on diffusera également des éléments aux nouvelles équipes dès qu'elles prendront place, et on diffusera également un document qui s'appelle le Kit Asso de l'élu mais qui vous sera présenté. Vous aurez un lien tout à l'heure vers ce document, qui est un document qui reprend aussi voilà, des ressources, des éléments de compréhension, certaines choses qu'on s'est dit, même un peu plus dans les détails au moment de l'élection des des nouvelles équipes municipales. Voilà, peut-être si ça vous dérange pas, parce que je vais arrêter le partage, on peut peut-être prendre un premier temps de questions-réponses.
Oui, tout à fait. On va prendre une première partie de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le petit module questions-réponses. On en a une autour de l'anticipation et l'adaptation des associations qui seront, où les collectivités seront gérées par des mouvements politiques hostiles ou peu favorables au monde associatif. Sur qui essaie de discuter à comment, peut-être plusieurs types de réponses à cette question. On peut commencer par se dire que notre objectif, c'est qu'il y ait le moins possible de collectivités territoriales ou de communes qui soient gérées par des mouvements politiques hostiles et qu'on a encore quelques semaines pour agir là-dessus. Ça, c'est le premier niveau de réponse un peu court-termiste. Sur un deuxième niveau de réponse, ça fait quelques temps au sein du mouvement associatif et avec d'autres coordinations et notamment des fondations que l'on s'organise à travers un projet que l'on a appelé Mesures de sauvegarde des libertés associatives pour organiser une barrière de protection pour les associations à travers du législatif, pousser quelques mesures de protection du secteur associatif, mais aussi à travers une organisation collective et à travers des dispositifs très concrets et très opérationnels. Donc ce projet se met en œuvre aujourd'hui. Effectivement, le point d'atterrissage, c'est plutôt la fin de l'année 2026 mais on vise plutôt les élections présidentielles à travers ce projet. Mais effectivement, donc ça c'est un projet national. Après, à l'intérieur même, enfin plutôt au local, les associations ont effectivement à se protéger à ces mouvements politiques qui sont peu favorables à la vie associative et peu favorables à l'initiative citoyenne de façon globale. Et donc, effectivement, c'est un vrai sujet pour tous. Et on voit dans certaines collectivités locales qui sont gérées aujourd'hui que la vie associative est en grande souffrance. En tout cas, c'est les constats qu'on fait aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas eu une réponse spécifique sur comment on s'organise. Mais je pense que la question du réseau doit être à peu près centrale. Une association toute seule n'a pas nécessairement de poids ou pas assez. Par contre, effectivement, se rallier avec d'autres et s'unir à l'intérieur de réseaux qui peuvent porter la voix justement de la vie associative, donc des réseaux très locaux ou des réseaux thématiques, me paraît être un premier niveau de réponse. Mais peut-être que David ou Théo, vous voulez rajouter des choses. Ouais, si je peux aussi rajouter quelque chose, alors il y a quand même des choses qui se mettent en place depuis quelques années, notamment depuis la mise en place du contrat d'engagement républicain, et il y a quand même une forme d'organisation du monde associatif qui est un peu plus globale. Et je pense qu'une des premières choses à faire déjà, c'est de documenter ce qui se passe au local. Je pense euh, à certaines communes qui ont mis des choses en place contre le tissu associatif. Et déjà, en tout cas, c'est important de documenter ce qui se passe dans ces communes-là. Et à ce titre-là, enfin, que ce soit à travers nous, que ce soit à travers d'autres acteurs, nous on travaille beaucoup avec la Ligue des droits de l'homme qui est membre chez nous, et puis aussi l'Observatoire et la Coalition pour les libertés associatives qui documentent ça. On a l'habitude aujourd'hui, véritablement, quand il y a des attaques au monde associatif, bah voilà, de les accompagner, de les mettre parfois en contact avec des avocats quand on pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus, enfin que elles sont dans leur bon droit et que ce qu'on leur refuse n'est pas forcément légal. En tout cas, évidemment que voilà, enfin il y a un principe de réalité, c'est que si demain il y a un maire qui est élu et qui décide de couper certaines subventions, il y a un droit discrétionnaire à la subvention et là-dessus on pourra pas forcément faire grand-chose. euh, pour le dire très clairement, en tout cas dans certaines villes, on a bien vu comment ça s'était passé. Après, il y a quand même un autre principe qui est un principe des besoins du territoire.
Et c'est-à-dire que aujourd'hui, bah, de s'en prendre à des associations de solidarité dans la période actuelle, de s'en prendre, je sais pas, à des associations sportives ou autres, bah ça, enfin voilà, en tout cas, c'est rentré dans quelque chose de conflictuel qui n'est pas forcément le plus acceptable pour un pouvoir local qui veut gouverner, même si voilà, il est élu, il a le droit de gouverner comme bon l'entend, comme bon lui semble, mais je pense qu'il y a aussi le fait de sensibiliser aussi enfin, les citoyens dans les communes au fait que bah, quand il y a un maire qui veut tout couper pour le monde associatif parce qu'il y a des prises de position, parce que ça ne lui convient pas, parce que les associations sont trop engagées ou pas, bah, en tout cas, il y a quand même des solutions qui sont possibles et il y a quand même voilà, faut aussi essayer de tout cas, là-dessus, la solution ne pourra être que venir que du collectif, quoi. Pas complètement Il y a une satisfaisant, question. mais voilà. Non, c'est. Il y a une question sur est-ce que, enfin, il y a plusieurs questions sur cette même thématique. Est-ce que, quelle est la position, quel est le positionnement politique du mouvement associatif sur les candidats d'extrême droite? Alors, ce n'est que la position du mouvement associatif, hein, donc une position politique du conseil d'administration du mouvement associatif national qui, qui s'est exprimé il y a déjà pas mal d'années sur ce sujet. Et qui, en fait, dans nos interactions, on va dire, quotidiennes, on n'inclut pas l'extrême droite c'est-à-dire qu'on va pas faire de démarche pour parler aux candidats ou aux élus d'extrême droite. C'est la position qui a été prise par le mouvement associatif. Si bien sûr ils sont présents à une table ronde, un débat quand on est à l'Assemblée nationale, bien entendu que c'est un petit peu différent puisqu'ils sont présents au titre de cette commission dans laquelle ils appartiennent, mais en tout cas on ne fait pas de démarche pour aller vers les élus d'extrême droite. Voilà, ça c'est la position qu'on a prise il y a déjà quelques années et que l'on se tient, notamment pour ces élections et puis pour les élections euh, présidentielle de 2027. Alors, il y a pas mal de questions. Je sais pas si on aura l'occasion de répondre à tout. Euh, Comment garder son ADN et son indépendance financière à l'ère des appels d'offres et autres AMI? Enfin, pour nous, Marché public, oui. voilà. Enfin, pour nous, ça fait partie justement des sujets que de la manière dont on l'a emmené sur la question du financement. Je pense que là-dessus, c'est aussi beaucoup de pédagogie qu'on doit réussir à faire avec les élus, les collectivités, les services pour bien faire comprendre aussi en quoi est-ce que parfois ça va à l'encontre des projets associatifs. Et pour moi, ça va totalement dans le sens de la question de la coopération, des chartes d'engagement réciproque notamment, et de comment est-ce qu'on arrive à avoir un lien entre asso et collectivité, mais qui ne soit pas simplement un lien financeur, de manière en tout cas à réussir à faire ce travail de pédagogie. Préconisez-vous que on s'engage en tant que candidat? Je pense que Mickaël, je parle sous ton contrôle en tant que délégué général, mais je pense que là-dessus, on n'a pas Préconise rien. forcément à intervenir sur les choix que vous pouvez faire. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que enfin, les élus qui ont une expérience du monde associatif ont très souvent une meilleure compréhension. Après, la question de l'engagement politique, là-dessus, j'ai envie de dire que même au mouvement associatif, on a plutôt tendance à penser que faire de la politique, c'est pas forcément toujours s'inscrire dans des élections et dans des partis, mais faire de la politique, ça peut aussi monter son association et puis agir sur un territoire. C'est une autre manière de faire de la politique. Et là-dessus, c'est à chacun et chacune de voir comment agir le plus efficacement euh, en matière de politique. Je sais pas C'est si. vrai qu'il y a une espèce de continuité dans les parcours, quand on regarde un petit peu les parcours entre dirigeants associatifs et élus. Ça se, la vie associative est un vivier dans lequel les partis politiques viennent chercher effectivement leurs futurs candidats. Mais enfin, nous ne préconisons rien sur cette partie-là et on vous laisse faire comme vous le pensez. Mais David a raison. S'engager en tant que dirigeant associatif, c'est déjà faire de la politique et c'est ça qui est intéressant. Une question assez technique sur convention pluriannuelle d'objectifs. Euh,
Parce qu'une collectivité peut annoncer un financement sur plusieurs années, c'est le principe même de la convention pluriannuelle d'objectifs, mais étant donné l'annualité budgétaire, il y a toujours un risque que cette convention ne soit pas, enfin, que la collectivité territoriale, ou l'État en l'occurrence, ne aille, vienne se contredire dans une décision annuelle, puisque l'annualité est budgétaire, et voilà. Peut-être il y a une autre question sur le est-ce que pour nourrir ce plaidoyer, les interpellations et autres pouvant être faites, existe-t-il un répertoire d'initiatives innovantes? Nous, c'est pas encore fait sur notre site, mais l'idée c'est aussi de valoriser les différents plaidoyers qui peuvent être menés par nos membres au niveau sectoriel. Sur tout un tas de sujets, nos membres ont également des choses à dire. Donc voilà, on va aussi essayer de recenser les différents plaidoyers là-dessus. Est-ce que Théo, peut-être prendre le relais. Moi, je vais essayer de répondre en partie pendant que tu fais ta présentation sur le kit, en partie aux différentes questions du chat également. Eh ben, tout à fait. Merci David. Je prends donc le relais pour vous présenter le complément de ce plaidoyer pour les municipales. Donc, c'est un kit de mobilisation, ou comme j'aime bien l'appeler, une boîte à outils, qui va venir étoffer, clarifier ce qu'on défend pour les élections municipales, pour rendre ces mesures-là appropriables, pour savoir mieux les visibiliser, mieux les médiatiser et mieux convaincre au final les candidats. Donc, deux remarques préalables avant de vous dérouler le contenu de cette boîte à outils. Ce kit, il va être composé de deux types de documents. Un document plutôt argumentaire, élément de langage, qui va vraiment venir préciser ces 12 propositions qui vous ont été présentées, et des fiches vraiment pratiques qui va vous expliquer comment interpeller la presse quotidienne régionale, les candidats et même les citoyens. La deuxième remarque, c'est que certains documents qui sont contenus dans cette liste n'ont pas encore été finalisés, mais ils seront ajoutés au kit une fois qu'ils auront été validés. Donc, à préciser aussi que cette feuille de route-là, vous y aurez accès et que chacun des outils qui vous seront présentés, vous avez simplement un lien hypertexte, donc vous pouvez cliquer et ça vous renvoie directement à l'outil présenté. Ce sera plus simple pour vous de piocher ce qui vous intéresse. Donc, je ne vais pas vous représenter Refaire Commune qui a déjà été présenté par David, c'est nos 12 engagements, mais je vais vous présenter son complément naturel, son petit frère, qui sont les argumentaires autour des 12 propositions. Je vais essayer d'agrandir un petit peu la page, clac. Donc, ce document-là, d'éléments de langage, va venir préciser toutes les propositions en apportant des arguments, des avantages à mettre en œuvre ces mesures-là pour les élus. Donc, vraiment, l'idée, c'est de venir avec plus, de les convaincre, de se dire, ben, mettre en œuvre cette mesure-là va grandement aider les associations et de votre côté, ça va aussi participer au dynamisme local, à la vivacité du tissu associatif local. Donc, la première partie de ce document, c'est un peu une reprise des enjeux qui vous ont été présentés par Michael en première partie. Donc, rappeler ben, que c'est un moment charnière, que les communes, les associations travaillent ensemble au même échelon, qu'il est donc intéressant de collaborer, de trouver des manières de communiquer pour les habitants de ce territoire, pour mieux travailler. C'est aussi important de rappeler que, ben, que ce contexte politique actuel, il est marqué par plusieurs crises. La santé financière des assos qui continue à se dégrader, la crise de confiance démocratique avec la montée des mouvements d'extrême droite, mais également l'augmentation des besoins sociaux. Il y a toujours plus de demandes et les associations doivent encore plus mettre la main à la pâte sans forcément avoir les moyens. Donc après cette introduction-là, je vais vous présenter une des fiches argumentaires. Donc, par exemple, favoriser l'engagement bénévole, c'est la première qui tombe. Il y a un tableau pour chaque thématique, donc les thématiques engagement, accompagnement, coopération et financement. Donc, ce tableau, il contient plusieurs parties. Un court rappel de pourquoi l'engagement est important pour les associations, par exemple, puisqu'on est dans la thématique engagement.
Donc, bah, sans engagement bénévole, les structures associatives ne sont pas pérennes, on le sait tous. Pour les communes, de rappeler que l'engagement bénévole, ça permet de faire vivre le territoire. Donc, vraiment, ces deux premiers paragraphes, ils sont assez introductifs. C'est juste rappeler les bases, mais ça fait du bien de les avoir en tête. On rappelle aussi très simplement les trois propositions dans cette thématique. Donc, c'est toujours les propositions qui ont été présentées par David précédemment. Et après, on décline dans trois colonnes des éléments de langage pour chaque proposition, chaque mesure. Et voilà, l'idée, ça va vraiment être d'aller confronter vos candidats pour tenter de les convaincre en présentant cette mesure et en disant, ben, elle va être efficace parce que concrètement, cette mesure-là, elle va nous simplifier la vie. Donc, si je prends par exemple la mesure soutenir la formation bénévole, la montée en compétence des bénévoles, ça va permettre de réduire les risques juridiques, faciliter la gestion des affaires courantes au quotidien. Ça va aussi permettre du coup de dégager du temps si on gère plus facilement les affaires courantes. Donc, de se concentrer sur la qualité des projets, de se concentrer sur la réponse que l'on apporte au public. Ça a déjà été rapidement évoqué par David, mais face à la peur, à la crainte que peuvent susciter les responsabilités des bénévoles, les responsabilités de dirigeants bénévoles, une montée en compétence des bénévoles, ça va aussi permettre de rassurer, de se dire que c'est possible de le faire et justement d'encourager ce renouvellement des têtes gouvernantes. Et au-delà de ces éléments de langage là qui sont plus à amener pour expliquer aux candidats puis aux élus que ça va aider les associations. On n'oublie pas les élus municipaux. Très simplement, on fait des petites phrases pour expliquer pourquoi c'est simple à eux, simple pour les élus et les candidats de mettre ça en place. En l'occurrence, soutenir la formation des bénévoles, ben, c'est une manière de soutenir concrètement, facilement les associations et ce n'est pas négligeable en temps de rigueur budgétaire, mais c'est aussi une dépense assez limitée. Pour vous donner rapidement un second exemple, cette fois-ci dans l'accompagnement, pareil, on va retrouver le petit paragraphe introductif, le récapitulatif des trois propositions et par exemple sur la mise à disposition des ressources, donc les ressources logistiques, matérielles, ça va être des locaux, des salles, des outils numériques. Et l'idée, ça va être encore une fois d'aller voir vos interlocuteurs et de dire, ben, nous, quand on met à disposition des salles, quand on nous prête des outils numériques pendant quelques temps, ben, on dépense moins d'argent, on a moins de charges financières. Donc, on peut se concentrer sur le financement des emplois, la mise en œuvre de nos actions et au final répondre mieux aux besoins d'intérêt général que l'on satisfait. L'idée aussi, c'est que si une commune, pardon, crée, euh, crée finalement une dynamique de mise à disposition de ressources, cela va favoriser les dynamiques interassociatives, la mutualisation des ressources. Finalement, mettre à disposition des locaux, prêter plus facilement, ça va permettre aux associations de se rencontrer, de partager, de travailler ensemble, donc ce qui contribue au dynamisme local. Et aussi, encore une fois, de venir dire pas seulement, quand on présente ces mesures-là, on ne pense pas seulement à nous, on pense aussi aux communes. Et on va redire, encore une fois, que c'est une mesure de soutien qui va finalement être assez simple, peu coûteuse et qui va, par exemple, permettre d'optimiser l'usage des équipements publics. Voilà un peu pour ce premier document. Donc, je vous laisserai le découvrir en entier, mais chacune des 12 mesures a des éléments de langage pour justement vous aider à dialoguer. Le deuxième document, ça va être le... Juste, excuse-moi Théo, une petite Ouais, seconde. Est-ce que tu peux grossir un petit peu les documents, si c'est ouais. possible, de zoomer un peu? On a des demandes en ce Est-ce sens. que c'est mieux comme ça? Ouais. Je ne sais pas si on peut mettre en plein écran. Je crains que Euh, non. tac, tac, C'est tac. déjà beaucoup plus gros. Ouais, ok. Bon, bah, Merci. Merci. ça Peut-être marche. juste, je vais mettre dans le chat le Le lien lien. vers tous les documents, comme ça vous pouvez aussi y avoir accès directement aux documents en plus du partage de Théo. Super. Donc, le deuxième document que je vais vous présenter, c'est le fameux kit assaut de l'élu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat pour savoir s'il était déjà disponible, si on pouvait y avoir accès. Oui, il y a déjà une première version qui a été faite, qui a été remaniée au moment du Salon des maires. Donc, le kit assaut de l'élu est prêt. Il est accessible en ligne, il sera accessible sur cette feuille de route et il sera dans le kit. Il sera retoiletté à la suite des élections municipales, puisque, bah, comme son nom l'indique, c'est à destination plutôt de l'élu.
Donc l'idée, et je ne vais pas vous présenter tout le document car il fait 23 pages, mais c'est vraiment de donner des clés pour les élus locaux et les agents territoriaux pour mieux comprendre la vie associative, puisque une association, c'est un statut juridique particulier, c'est un financement particulier, et moins on connaît les associations, moins on peut comprendre leurs problématiques, moins on peut les aider, et au final, moins on a de bonnes relations. Donc à travers plusieurs fiches, on va finalement aider les élus et les agents territoriaux à mieux comprendre les assos. Donc la première fiche, c'est un panorama assez global de l'impact de la vie associative en France, de son rôle, de son apport à la vie des citoyens et des territoires en général. Donc je passe assez vite dessus. Il y a une seconde fiche sur la santé financière des associations, donc redonner des chiffres, remettre en valeur les enquêtes menées par le mouvement associatif, les deux volets en 2025, pour dire que il y a urgence, qu'au-delà des employés, qu'au-delà finalement du financement des structures, il y a des besoins essentiels qui peuvent être non pourvus si les associations finissent en liquidation judiciaire. Il va avoir également un petit guide sur la subvention, puisque pareil, quand on ne connaît pas la subvention, ses caractéristiques, sa mise en œuvre, on peut être tenté justement de ne pas la mettre en place et de se concentrer sur la commande publique. Donc cette fiche-là, elle va rappeler les caractéristiques de la subvention, expliquer pourquoi la subvention c'est plus intéressant, plus simple à la fois pour les communes et pour les associations. Et très concrètement, par exemple, comment tac, j'ai oublié de zoomer. Hop, je pense maintenant. Tac, comment traiter une demande de subvention au sens strict. Je vais passer tac un petit peu plus loin pour vous montrer que tuc, 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 que ce kit assaut de l'élu mentionne également des dispositifs qui existent déjà et qui accompagnent, guident et structurent l'action associative dans les territoires. Donc j'y suis arrivé. Tac. Donc, Guidasso, que certaines vous connaissez sûrement déjà, mais c'est une structure d'accompagnement, de conseil, d'accueil. Voilà, si votre élu ou si vos agents territoriaux ne le connaissent pas, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour mieux comprendre comment accompagner les associations, éventuellement renvoyer les associations qui en auraient besoin vers cet interlocuteur-là. Et finalement, ça pourrait même inspirer votre commune à devenir un point d'appui. Et le deuxième dispositif mentionné, par exemple, dans ce kit assaut de l'élu, c'est Prévasso, donc qui n'est pas déployé dans toute la France, mais dans 7 régions, et qui va accompagner les associations employées en difficulté financière. Donc pareil, si votre élu, votre agent territorial est face à une association en difficulté, il pourra se dire, tiens, Prévasso, on peut les envoyer vers ce dispositif-là. Voilà pour le kit assaut de l'élu. Donc, comme je l'ai dit, il sera retoiletté à la suite des élections municipales pour vraiment s'adapter aux enjeux. Pour les troisième, quatrième et cinquième documents, je les mets un peu tous dans le même panier puisque ça va être des manières de solliciter, d'interpeller vos candidats, puis vos élus et même voir les citoyens. Donc il y a un courrier d'interpellation des candidats dans un premier temps, un courrier aux nouveaux élus dans un second temps et un tract qui s'appelle Nous les associations qui vont aussi interpeller les élus, les candidats et voir même les citoyens. Donc je vais commencer par la présentation du courrier d'interpellation. Hop, on n'oublie pas de zoomer un peu. Hop. Donc l'idée très simplement, c'est de rappeler, c'est de faire un courrier très très court, une petite page et demie, pour rappeler les enjeux liés aux élections municipales, rappeler l'impact que la vie associative a dans les territoires, de vraiment ériger la vie associative à sa juste place pour tous les besoins auxquels les associations répondent. Deux, à rappeler aussi finalement ce qui fragilise la vie associative en ce moment. Donc il y a encore effectivement une référence à la santé financière. Mais il y a aussi cette idée-là que les difficultés budgétaires et organisationnelles ne sont pas inconnues des communes, puisqu'elles font face à la même rigueur budgétaire. Et il y a aussi cette idée dans ce courrier-là de dire que les communes, les élus locaux, les candidats et les associations, ils ont en fait ils sont au service des habitants d'un même territoire. Donc il y a cette idée-là de coopérer, d'apprendre à travailler ensemble, d'être partenaire, de ne pas avoir cette dimension verticale et ce courrier-là de sollicitation pour un rendez-vous, pour rencontrer ces potentiels futurs élus, puisqu'on est dans des courriers type aux candidats. Donc l'idée, ça va être de s'ériger en tant que partenaire
pour proposer, pour être proactif et de dire, bah, pour nous, pour mieux travailler, pour faire mieux pour notre territoire, on a plusieurs leviers. Donc les leviers, vous les connaissez déjà, c'est les 4 thématiques et les 12 mesures. Voilà, à noter que vous pouvez très bien, face à vos spécificités locales, adapter ces propositions, hein. C'est un premier guide, mais vous pouvez, faut surtout pas hésiter à se le réapproprier. Et du coup, voilà, ça conclut sur cette idée de nous, on est proactifs, on a envie d'échanger, on a plein d'idées pour être partenaire avec vous, pour avoir des bonnes relations, et on aimerait vous rencontrer. À la fin, on termine par cette petite partie surlignée en jaune. L'idée, c'est qu'on encourage des dynamiques interassociatives plutôt que simplement faire une démarche un peu personnelle. C'est d'aller directement rencontrer les assos de notre territoire et de dire, nous, on veut préparer cette rencontre, allons-y ensemble, ça donne plus de poids et on a des revendications à porter ensemble. Voilà pour ce document. Je vais passer sur le courrier aux nouveaux élus puisqu'il est sensiblement identique. C'est juste qu'il intervient à au temps électif de l'après, puisqu'il y a déjà les nouveaux élus en charge de la vie associative, les maires, les élus des intercos sont déjà élus. À noter que ce courrier-là peut être aussi intéressant dans le sens où, comme on repart pour un mandat municipal de 6 ans, ça peut être bien de se représenter, de rencontrer ses interlocuteurs pour ces 6 années et de ne pas hésiter à tenter de réobtenir des engagements de leur part. Je vais passer au tract d'interpellation. C'est un peu sur le même principe, mais pas vraiment. Ça va être un court texte assez dynamique, assez punchy, on peut le dire. Et l'idée, c'est vraiment plus d'interpeller. Donc, il y a différentes parties. On commence tout départ par rappeler à quel point en France le tissu associatif est dynamique. Il y a 1,4 million d'associations et pour chacune de ces associations, il y a un projet associatif unique. Et de ce projet associatif unique, ça fait naître des tissus associatifs locaux hyper divers, hyper agiles, hyper variés et c'est ce qui fait la force d'un territoire, son identité. Donc l'idée de ce paragraphe-là que vous voyez surligné avec un petit commentaire, c'est de se rappeler, de voir ce qu'il y a dans vos territoires, quel est votre tissu associatif local, de quoi est-il composé. Donc ce paragraphe-là, il est rédigé à titre purement informatif, mais c'est l'idée de se dire, ah bah tiens, dans mon territoire, il y a une association d'aide aux personnes, il y a un club de musique, il y a un club sportif, il y a des ressourceries, il y a ci, il y a ça, et vraiment pour interpeller vos habitants, vos candidats et vos élus, de se dire, c'est vrai que la vie associative, elle est de partout, c'est un pilier de notre territoire. Ensuite, la deuxième partie de ce tract, de cette lettre ouverte, on va s'émanciper de l'objet associatif et on va plutôt s'intéresser à la fonction des associations en général dans la société. Vraiment au-delà de leur objet, peu importe que ce soit une ressourcerie, un club de sport, etc. Et l'idée, on va rappeler un petit peu toutes les fonctions démocratiques, économiques, sociales qu'il y a sur les assos dans la société. Donc les associations, c'est une force économique, elles sont pourvoyeuses d'emplois non délocalisables, elles permettent de répondre à des besoins exprimés par les habitants, à des besoins d'intérêt généraux. Les associations et la qualité, la diversité du tissu associatif permet de forger l'identité et toute l'attractivité d'un territoire. Les associations, elles garantissent le lien social, ce qui est important à l'heure où la société a tendance à se diviser, à se fragmenter. Les associations, c'est aussi vraiment des acteurs, des actrices, pardon, de la démocratie au quotidien, puisqu'elles agissent au plus près des besoins des habitants, au plus près de leurs intérêts. Elles permettent de passer des intérêts individuels aux intérêts collectifs. Donc, c'est hyper important dans le cadre de la construction des politiques publiques. Et les associations constituent une école de la citoyenneté. Le bénévolat, finalement, c'est ce qui forge la citoyenneté en tant que telle, s'engager pour la collectivité, pour le territoire, pour les autres. Du coup, voilà, vraiment, l'idée, c'est de construire cette lettre-là en entonnoir inversé pour rappeler à quel point les associations sont un pilier sociétal. Pareil, à la fin de ce document, on invite à ce que cette démarche soit collective, à faire signer par plusieurs associations du territoire, et par exemple d'être proposé, d'être reçu par soit les candidats, soit les élus. Et il y a un deuxième commentaire ici qui dit que ce tract, finalement, vous vous l'appropriez, vous en faites un petit peu ce dont vous avez besoin, et qui pourrait très bien être retransformé pour même interpeller les citoyens, de dire, bah, regardez, les associations, faut les protéger et il pourrait très bien distribuer sur les marchés, au porte-à-porte, etc. Tac. Hop, pas du tout ça. Ensuite, je vais vous présenter rapidement 2 documents qui vont permettre de médiatiser les enjeux
votre contexte associatif local dans les médias, même médiatiser vos propositions. Donc, je vais passer assez rapidement dessus puisque ce sont des fiches un petit peu tuto qui vont vous aider à rédiger un communiqué de presse. Donc, sur ce document-là, hop, on va rapidement zoomer. Il y a encore quelques petites modifications de forme à faire puisque de base, on l'a imaginé pour annoncer une conférence de presse, comme vous pouvez le voir ici. Mais on se dit que tout simplement, un communiqué de presse, ça permettait aussi, ben, par exemple, de présenter les propositions de plaidoyer pour les élections municipales. Ça permettait aussi de présenter un contexte local particulier, typiquement un tissu associatif dont la santé financière s'est particulièrement dégradée. Typiquement, un exécutif sortant avec lequel les relations se sont dégradées, avec des atteintes aux libertés associatives, avec par exemple des coupes abruptes de subventions. Donc voilà, l'idée, c'est rédiger un communiqué de presse lorsqu'il y a un intérêt un intérêt local particulier pour aller médiatiser ces enjeux. Donc c'est un document assez court qui va inviter les journalistes à le rediffuser, à le médiatiser. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut un contexte. Donc, le contexte maintenant, on vous l'a beaucoup expliqué, c'est tous les enjeux liés au financement, les enjeux liés à la démocratie, les enjeux liés au fait de refaire alliance avec les communes. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus. L'objet du communiqué, pareil, je voulais un peu évoquer, c'est lorsqu'il y a un contexte local particulier. Voilà. Donc, qui peut être aussi comme on l'a écrit ici, l'organisation d'un débat entre candidats sur les questions de la vie associative, au-delà de la santé financière ou des atteintes aux libertés associatives. Et dans ce communiqué de presse, il faut aussi faire attention à bien distinguer contexte, objet de ce qu'on va revendiquer ensuite. Par exemple, si on a des difficultés financières, si notre tissu associatif a des difficultés financières, on va tenter de dire attention, s'il y a pas un travail collectif autour de ça, eh ben, les associations vont disparaître et des besoins essentiels ne seront pas satisfaits. Et enfin, et c'est uniquement si vous renvoyez vers l'organisation d'une conférence de presse, il y a les informations pratiques à donner. Donc, je vous laisserai découvrir, mais c'est très, très pratico-pratique avec l'heure, le lieu de la conférence de presse, etc. La fiche tuto, comment organiser une conférence de presse, je vais aller assez vite aussi pour laisser une deuxième séance de questions. Ça va vraiment être de A à Z. Comment organiser une conférence de presse, donc de la publication du communiqué de presse à la réalisation d'un dossier de presse. Donc le dossier de presse, qu'est-ce que c'est? C'est un document plus long qui va approfondir le contexte, les enjeux et les revendications portées au cours de cette conférence de presse. Il y a différentes parties qui vont vous expliquer comment choisir vos intervenants, comment faire un discours pertinent. Il va aussi y avoir une partie conseil pratique. On peut, dans le feu de l'action, oublier certaines choses très simples. Par exemple, un lieu accessible, un nombre de tables, des micros. Donc, c'est vraiment un rappel de tout ce qui peut être essentiel pour organiser une conférence de presse et pour que ça se passe bien. Voilà, encore une fois, c'est pour médiatiser tout ce plaidoyer pour les municipales. Et les trois derniers outils qui sont inclus et qui ne sont justement en continualisation, donc c'est normal si vous n'avez pas de lien hypertexte, ils arriveront après. Pareil, une fiche tuto très pratico-pratique, c'est comment aborder son candidat, sa candidate, en fonction de son profil, de ses positions, quelle est la meilleure approche pour le solliciter et tenter d'obtenir des engagements de sa part. Le deuxième document, une fiche synthèse qui va rappeler le rôle politique des associations, qui va rappeler qu'elles ont une fonction démocratique et donc qu'elles peuvent prendre position dans les débats, qu'elles peuvent faire du plaidoyer. Et cette fiche synthèse-là, dans la dernière page, rappelle les éléments essentiels du plaidoyer, comment faire du plaidoyer. Donc c'est une méthodologie très pratique qui va vous aider aussi à vous approprier ce plaidoyer et à le faire vivre. Et enfin, pareil, en cours de finalisation, il va avoir un argumentaire slash un encart pour des territoires avec des enjeux spécifiques. Donc, c'est pas le titre définitif, mais l'idée, c'est de donner des chiffres et éventuellement quelques éléments de langage liés aux associations qui agissent en QPV, en territoire ultramarin et en zone rurale, puisque c'est des situations particulières qui peuvent différer de la vie associative globale et avec des besoins éventuellement un peu plus particuliers. Donc, l'idée, c'est qu'on a bien conscience que ces associations-là sont en demande de chiffres et d'éléments de langage. Et on va tenter d'en apporter quelques-uns pour étoffer votre argumentation. Et sur ce, ben, je pense que je peux déclarer ouverte la seconde session de questions. Sauf si David, tu vas rajouter quelque chose, bien sûr. Je veux bien rajouter deux éléments. Ouais.
Tu l'as peut-être dit, et j'étais peut-être que j'ai pas entendu, pris dans le flot des réponses. Non, juste pour vous dire, il y a des éléments qui sont en termes qui sont en finalisation. On publiera peut-être aussi d'autres documents pendant la campagne en fonction. Je pense notamment en période d'entre-deux tours ou autre. C'est pas impossible qu'on ait d'autres ressources qui puissent ressortir. Vous pouvez, et je parle sous leur contrôle parce que je sais que certains d'entre eux sont présents, mais vous pouvez aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher. Enfin, il y a certaines actions qui sont proposées, par exemple sur des interventions ou autres, et n'hésitez pas à vous rapprocher peut-être parfois des mouvements associatifs qui sont présents dans vos régions, qui pourront peut-être vous apporter des éléments spécifiques sur vos territoires, enfin sur la région en question, et qui pourront aussi peut-être, voilà, en tout cas, je pense, et là je parle sous leur contrôle, l'idée c'est pas de les solliciter, mais en tout cas qui pourront quand même, en tout cas, vous aiguiller sur ces enjeux de vie associative. Et le dernier point, on a eu beaucoup il y a eu beaucoup de questions autour du fait que c'était sur Google. Alors on s'excuse, on sait que c'est pas forcément les outils les plus éthiques. En revanche, du coup, ces outils sont disponibles. Vous avez pas du tout besoin d'avoir un compte Google pour y avoir accès. Tout est en accès libre. L'idée de ces outils, c'est vraiment que vous puissiez vous les réapproprier. Donc vous les reprenez tels quels, vous les modifiez, vous en faites ce que vous voulez, mais l'idée, vous pouvez, en tout cas, vous y avez accès, vous pouvez les télécharger, puis les remodifier derrière ou autre. Donc tout est à votre disposition. Enfin, les seuls documents que vous pouvez pas modifier, c'est ceux qui sont finalisés en PDF, donc le doc refaire commune qui a été présenté tout à l'heure et le kit assaut de l'élu. Mais pour le reste, vous pouvez totalement vous les réapproprier, tout ce qui est sur ce format-là. N'hésitez pas, c'est même là pour ça. Comme je le disais, on ne pourra pas être présent dans 36 000 communes pour faire 36 000 campagnes. L'idée, par contre, c'est de montrer que le monde associatif est présent dans tous les territoires. Et donc, si vous voulez porter la parole associative avec d'autres assos de votre territoire, vous avez en tout cas ce corpus qui est à votre disposition pour le faire. Là, on mise vraiment sur votre force de diffusion et votre force de créativité aussi pour bien réadapter ces outils qui sont une base et une super base, hein, merci les collègues, mais qui doivent être ensuite appropriés par vous. Et puis c'est aussi pour ça qu'elles sont en marque blanche, que c'est pas une campagne de communication quoi, qu'on vous propose là, mais c'est bien des outils qui vous permettent d'interpeller directement vos élus, puisque le mouvement associatif ne le fera pas. On ne va pas interpeller du niveau national tous les candidats aux élections. Par contre, nous, effectivement, on travaille, et c'est l'objet de nombreuses questions, avec les associations d'élus, et notamment l'AMF et la MRF, mais pas que. On travaille avec eux, notamment dans le cadre de droit de cité du 30 janvier, et aussi dans le cadre d'une interpellation qu'on tente de faire avec eux sur la question de la vie associative. Donc voilà, on travaille et donc on va diffuser effectivement ces documents aussi à ces associations d'élus de façon directe. Mais voilà, rien ne vaut l'interpellation au local, qui est beaucoup plus efficace que d'envoyer ça à l'association, à l'AMF de façon globale, qui s'arrête sur une boîte mail ou deux, et puis c'est pas assez efficace comme. Donc voilà, c'est vraiment vous qui devez porter ces interlocutions. Et peut-être en complément aussi, il y a un formulaire aussi dans le dossier qui est accessible. C'est pour nous faire un retour éventuel. Si vous, c'est vous qui choisissez, mais si vous utilisez les outils, s'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des retours particuliers à nous faire sur les différents outils, il y a un petit formulaire de retour qui est sur le lien que je vous ai mis et que vous pouvez remplir pour nous faire ces retours-là. Est-ce qu'il existe un site institutionnel, site ressources de tous les candidats aux élections permettant de s'adresser aux candidats en dehors de la. Alors, je crois pas. Je ne Le pense pas. C'est une bonne idée. Mais Une des problématiques, c'est que c'est un scrutin de liste, que je crois qu'il y a ouais, quelque chose, enfin que je pense que il y a quelque chose comme 1 million de personnes en fait qui sont sur ces après, il y a 800 listes-là. 000 candidats. Ouais. Donc je crois pas que ce soit possible de rentrer en contact avec tous. En revanche,
Il y a des bases de contact qui existent pour les structures qui sont élues. Donc au moment où les structures seront élues, il y aura des bases qui se mettront à jour, je crois, qui seront possiblement diffusées pour notamment pouvoir reprendre contact avec certains élus locaux au moment une fois que les élections seront passées. Peut-être il y a une question Euh, sur quel serait le délai d'interpellation des candidats pour. Enfin, la question en gros, c'est euh, quel serait le délai d'interpellation des candidats pour qu'ils intègrent la question des soutiens de vie associative dans leur programme. Peut-être je repréciser pense la que c'est temporalité, repréciser la temporalité de la manière dont des orientations peuvent être intégrées dans des programmes et ensuite comment elles peuvent être reprises plutôt dans le cadre des mesures qui peuvent être prises par les nouveaux élus une fois qu'ils sont élus en tant que tels. Peut-être dire que en tout cas les listes, elles seront validées à la fin du mois, il me semble, enfin en tout cas dans pas très longtemps. Et après sur la question des programmes, c'est un peu difficile d'avoir une réponse très en fait, encore une fois, ça dépend vraiment des communes. Je pense qu'il y a des communes, notamment dans les grandes villes, où c'est extrêmement où la campagne est davantage rendue publique et donc à ce titre-là, il y a des choses qui sont déjà vues. Il y a les partis politiques qui ont déjà donné certaines orientations vis-à-vis de la campagne à venir. En revanche, après, au niveau local, il y a des choses qui peuvent se faire. Et donc là, comment est-ce qu'on arrive aussi à remobiliser? Je pense qu'il faut, voilà, il faut aussi pas hésiter à rédiger des courriers aux différents candidats, essayer d'aller à leur rencontre, essayer peut-être de sensibiliser. Je pense un des points qui peut être important, c'est aussi de la jouer collectif, de pas y aller tout seul ou toute seule avec votre association et de faire en sorte que voilà, d'essayer de porter une parole à plusieurs associations, je sais pas, les assos sportives, les assos culturelles, etc. Et qu'il puisse y avoir une parole qui puisse être un peu collective sur ce sujet-là. J'ai vu une question sur le RTES, je me permets de relever. C'est vrai qu'on les a pas cités. On travaille beaucoup avec enfin notamment avec on est le mouvement associatif et membre de SS France, donc on porte pas mal les sujets de SS aussi puisque les associations sont part importante de l'ESS et le RTES, on travaille également beaucoup avec eux. C'était une des assos signataires des chartes d'engagement réciproque qu'on a évoquées tout à l'heure. Le 30 janvier, ils seront présents. Ils sont pas sur la table ronde en tant que telle. L'idée, c'était d'avoir moins des sujets sectoriels, mais davantage. Je m'entends Hop, Marion, si tu peux couper ton. Hop. Non, je disais que on travaillait beaucoup aussi ouais, avec le RTES. Avec le RTES, ils sont présents le 30 janvier, mais pas sur la table ronde. L'idée, c'était pas d'avoir des assos d'élus sectoriels qui puissent prendre part sur cette table ronde, mais plutôt des assos d'élus qu'on a moins l'habitude de toucher aussi. Mais on travaille avec eux, bien évidemment. sur le calendrier, effectivement, moi je trouve que le moment de prise de fonction des nouveaux élus, ça va être au mois d'avril-mai, je crois, et le moment de l'installation des, des élus est particulièrement important pour nous. Enfin, c'est à ce moment-là aussi, bien sûr, il y a la campagne en amont, mais on sait on est dans la période très, très importante, là, en janvier, février. Mais la période ensuite où les gens sont élus et où ils ont besoin d'être sensibilisés sur nos sujets est primordiale également. Donc voilà, c'est la période d'interpellation, ça peut être celle-ci, mais ça peut être aussi au moment de l'élection, quoi. Il y a une question sur la coordination avec les mouvements associatifs régionaux, s'il y a des liens qui peuvent être faits dans les territoires. Donc, il y a Ondine Chorin des mouvements associatifs des Hauts-de-France qui a déjà indiqué des éléments qu'on pourra remettre dans le chat. Et peut-être si on peut dire un mot là-dessus. Oui,
en tout cas, n'hésitez pas à vous, enfin, comme je le disais tout à l'heure, après chaque mouvement associatif enfin, je veux dire, il y a pas de, chaque mouvement associatif après va faire la campagne à sa manière. Enfin, c'est pas, mais en tout cas, ce qui peut être fait déjà, c'est de prendre contact avec eux si vous pensez réutiliser si vous pensez vous mobiliser pour, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir des éléments régionaux. Ils vont parfois aussi, voilà, diffuser plus spécifiquement ces outils. Je sais que dans certaines régions, il y a aussi des contacts qui sont mis en place avec bah, certains partis politiques. Certains ont prévu des temps plus ou moins dédiés. J'ai pas tout en tête, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à reprendre contact aussi avec les mouvements associatifs. Vous pouvez retrouver les contacts des mouvements associatifs en région sur notre site internet, si vous les avez pas. Il y a une question d'Éline sur la reprise de projets d'action par les collectivités territoriales, des actions qui étaient menées auparavant par les associations, et il y a une réinternalisation de ces activités par les collectivités. Euh, enfin, ça va vraiment dépendre des secteurs. C'est sûrement une tendance effectivement sur l'enfance et la petite enfance. Effectivement, par contre, je pense que le secteur associatif n'a peut-être pas mis assez en valeur sa place et ses spécificités. Quels sont ses marqueurs en fait pour et montrer la différence entre un centre de loisirs, un accueil de loisirs sans hébergement géré par une association et un géré euh, par une collectivité, montrer à quel point c'est différent, à quel point la gouvernance est importante. Et la gouvernance, ce sont des citoyens qui s'engagent et qui s'impliquent particulièrement. Je trouve qu'on a un enjeu à valoriser ça et à pousser ça. Ça peut effectivement être une tendance sur sur certaines thématiques. Euh, mais valorisons quels sont les marqueurs de la vie associative. Je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On s'était donné 1 heure et demie, il nous reste quelques minutes. Je sais pas si Mickaël, Théo, voulez rajouter quelque chose. Peut-être Non, juste je pense un, qu'on peut vous remercier pour l'intérêt. Oui, vas-y, excuse-moi, David. Non, ouais, juste un dernier point, mais redire, enfin, on parlait tout à l'heure de la période d'investiture, vu qu'on est sur une liste, les conseils municipaux doivent ensuite se réunir pour élire le maire et les élus, etc. Enfin, le conseil municipal, une fois que les élections seront passées, mais il y aura aussi les représentants des intercos. C'est un point qui est important, qu'on aborde assez peu. Enfin, on n'a pas de vote direct sur les intercommunalités, que ce soit métropole Unité de commune. une communauté de communes, etc., etc. Quand même redire que par rapport à ces intercos, du coup, donc les conseils intercommunaux vont aussi bouger après les municipales. Et il y a quand même tout un tas de compétences comme le développement économique. Je pense, on parlait tout à l'heure de l'ESS, mais le niveau d'intercommunalité peut aussi avoir un rôle intéressant pour pour le développement de l'économie sociale et solidaire, le développement économique de manière un petit peu plus globale. Il y a tout un tas d'enjeux de mutualisation de moyens sur certains équipements, sur certaines choses. Et à ce titre-là, en tout cas dans la mobilisation qui vient, pour faire campagne en amont pour les intercos, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est difficile d'avoir une visibilité sur les futures orientations politiques des territoires, étant donné qui correspondent à des réalités un peu différentes, mais en tout cas, après les élections et quand les intercos seront en place, pensez aussi à vous rapprocher de cet échelon-là. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent aussi se passer à cet échelon et c'est un point important aussi de la séquence qui s'ouvre. Je pense qu'on est bon. Écoutez, Je pense aussi. ouais, Merci à vous. Merci pour votre participation aussi, puisqu'on a eu un nombre record de questions et puis de prises de parole. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous remonter effectivement via ce petit questionnaire les éléments si vous le souhaitez. Bon courage à vous.
pour la suite et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.